Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui c'est le Lenovo L500S. Alors c'est un téléphone que j'ai acheté sur Gearbest avec en tête un drôle de truc, parce que quand j'ai vu ce téléphone j'ai halluciné. J'ai vu que ce téléphone était en vente pour à peine plus de 60 €, et quand j'ai vu les caractéristiques de ce téléphone je me suis dit, 1. Ou c'est du pur mytho, 2. Ou c'est le téléphone qui est vraiment le meilleur au monde en matière de rapport qualité-prix, ou 3. Il y a vraiment anguille sous roche, ou 4, je crois que c'est le pire téléphone du monde en fait, mais en matière de software. Alors du coup, ils ont baissé le prix à donf pour essayer de rattraper le coup. Je sais pas, c'est un de ces trucs, je vois pas comment on peut vendre un téléphone avec ces caractéristiques-là pour moins de 80 €. Je comprends pas, en fait c'est les mêmes caractéristiques que le Ulfone BX, sauf que celui-là, il a un écran 5 pouces au lieu de 4,5 pouces, il a 480p au lieu de 540p, donc voilà, la résolution et la densité de pixels surtout est beaucoup plus faible, mais l'écran est plus grand, etc. Et il a l'octo-cœur de chez Mediatek. En fait, non, le mieux, on va parler d'abord des spécifications rapidement. Donc, il a la 2G, bien entendu, il a la 3G, mais il a même le WCDMA 900, donc en France, il est 100% compatible, c'est assez étonnant, je sais pas si c'est vrai non plus, hein, bien entendu. 5 pouces 480p comme je le disais, alors 480p pour du 5 pouces c'est vrai que c'est pas grand chose, mais ça passe quand même, hein. Le Doogie DG310 était comme ça, et si vraiment on est restreint en matière de budget, ça peut aller. Ensuite en RAM nous avons 1 Go de ROM, en ROM nous... qu'est-ce que je raconte? En RAM nous avons 1 gigaoctet, en ROM nous avons 8 gigaoctets, je sais pas pourquoi j'ai voulu tout mélanger d'un coup. Donc pour le SoC c'est le Mediatek MT6592M, qui est un octo-cœur Cortex A7 1,4 GHz, avec un GPU pas mal du tout, un Mali 450 quad-core 600 MHz, donc quelque chose qui, surtout en 480p, a vraiment la patate, quoi. Hein. Ensuite, nous avons Dual SIM, nous avons normalement un gyroscope et un accéléromètre, je suppose aussi, un détecteur de distance, je sais plus comment ça s'appelle en français, un GPS, la bande FM, pour pouvoir avoir la radio quand on branche un kit main libre. Nous avons aussi une prise de jack et un micro USB a priori. Nous avons aussi le choix entre la couleur noir ou blanc, une caméra frontale de 2 mégapixels, une caméra arrière de 5 mégapixels, une batterie 1800 mAh, mais même aussi peu que ce soit, c'est très certainement un mytho. Nous avons en data le support du GPRS et du Edge en plus de la 3G, je sais pas pourquoi c'est précisé, donc bon voilà. Donc vous avez vu que les caractéristiques techniques sont incroyables pour un truc à seulement 60 €. Rappel, le Doogie DG310 et le Doogie DG 280, voilà, ces deux-là ont un processeur quad-core de chez Mediatek qui est beaucoup moins performant, que ce soit du côté du processeur ou du côté du processeur graphique, du GPU. Ils n'ont tous les deux pas le WCDMA 900. Et en plus de ça, si on prend un téléphone qui est juste un tout petit peu moins cher que celui-là, nous avons le Cubot GT72+, que l'on peut trouver si on cherche vraiment très bien, à au minimum environ 54 €, et il y aura peut-être besoin de rajouter un peu de frais de port là-dessus, je ne connais pas très bien le site en question sur lequel je l'ai trouvé à ce prix-là. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup moins cher, et ça a 2 fois moins de RAM, 2 fois moins de ROM, un processeur dual-core 1 GHz au lieu de octo-cœur 1,4 GHz, donc vraiment pas du tout la même chose. Un GPU qui est juste un Mali 400 monocœur à 400 MHz, alors que là nous avons un Mali 450 meilleur que le Mali 400, avec cette fois-ci un quad-core 600 MHz. Donc vous voyez un petit peu à quel point je trouve que que ce téléphone est hallucinant au niveau du prix, parce que ça paraît complètement invraisemblable. Donc, on va voir maintenant si ce téléphone tient ses promesses. Ce qui serait vraiment étonnant, c'est difficile de cacher mon scepticisme, parce que bon, quand j'ai acheté ce téléphone-là, je me suis dit, attention, ça sent le gros téléphone à défoncer. Donc, hop, on essaye d'ouvrir ça. Voilà, c'est marrant, il ressemble vaguement à des téléphones de chez THL, même au niveau de la boîte, donc peut-être que cette marque... comment ça s'appelle déjà cette marque? Lenovo, peut-être qu'elle appartient à DHL, je sais pas. À THL, hein, pas DHL. Parce que s'il est arrivé par DHL, par contre, ça veut dire qu'il est déjà complètement mort. Bon, un protège-écran que je plie pour pas qu'il colle partout. Ensuite, nous avons un vrai protège-écran en dessous. Il est vraiment très léger, le téléphone, et il a été mal... Voilà, bon, attention aux détails quand tu nous tiens.
plutôt correctement emballé, mais ça encore une fois c'est le site, c'est pas comme ça que le constructeur met le téléphone. Donc nous avons un kit main libre, alors vous le voyez pas très bien à travers la poche, mais en gros c'est c'est microscopique au niveau de la ficelle, lapsus révélateur au niveau du fil, et c'est des intra-auriculaires de crotte. Nous avons un câble USB qui a l'air pas terrible, mais bon, peut-être que ça fera... Oula. Par contre là nous avons un chargeur qui est définitivement pas terrible du tout, et la batterie n'est pas à l'intérieur du téléphone, tiens, étonnant. Je sais pas pourquoi ils ne le font plus maintenant, parce que autrefois il y avait des problèmes au trafic aérien, etc. On était obligé de le mettre dans le téléphone, sinon ça ne passait pas la douane en Chine. Bon, c'était pas bien grave du tout, parce qu'ils le renvoyaient une deuxième fois ensuite, mais visiblement, voilà, ils le font plus. Bon, bah, peut-être que c'est passé, cette paranoïa. Donc un petit mode d'emploi qui est plié comme une carte de France, etc. Donc bon, c'est pas terriblement pratique. Une coque en caoutchouc, je sais pas trop quoi, en plastique mou, quoi, tout simplement, pour absorber les chocs. Bon, on va ouvrir le téléphone maintenant. Hop, c'est parti. Il avait déjà été commencé d'être ouvert. Le plastique a pas l'air d'être particulièrement mauvais, donc ça déjà c'est une chose convenable. Le téléphone lui-même a l'air plutôt rigide, mais surtout il est plutôt épais. Donc bon, si vous cherchez un téléphone assez fin, bah c'est raté pour celui-là. Donc nous avons un petit quelque chose qui dit que le contrôle qualité a été passé, mais visiblement la personne était tellement hâte et a tellement fait le contrôle qualité à la vitesse de l'éclair que l'étiquette n'est même pas collée convenablement. Il faudrait un contrôle qualité du contrôle qualité pour vérifier s'ils ont bien mis l'étiquette. Alors 1800 mAh, elle est assez grosse pour une 1800 mAh. Pas d'une... Enfin bon, bref, c'est bizarre d'avoir une batterie aussi grosse pour une capacité comme ça. Si vous avez suivi par exemple mes vidéos sur celle par exemple sur le Umi Hammer, vous avez vu que vous aviez une batterie qui contenait autant, enfin peut-être même qui contenait plus d'ailleurs, si c'est pas une vraie 1800 mAh, et qui... Démarrage... Putain, c'est long hein. Voilà, donc, pourquoi ils mettent un jingle aussi long? Déjà, pourquoi ils mettent un jingle tout court? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, vous avez vu qu'il y avait une 1750 mAh qui faisait une taille beaucoup plus fine que celle-là. Donc, à quoi ressemble l'écran? Alors, c'est du 480p sur du 5 pouces, donc sans surprise, on voit bien les pixels. Alors, c'est vraiment pas le meilleur 480p non plus que j'ai pu voir sur la même taille d'écran. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas non plus très criant, hein, c'est pas fait pour les personnes qui ont vraiment des yeux, vous savez, genre les personnes qui ont vraiment envie d'avoir un écran génial. Mais voilà, ça reste convenable jusque-là. Je vais mettre un autre fond d'écran parce que celui-là est vraiment pas terrible pour juger de la qualité de l'image. Ouais, je vais prendre celui-là, mais j'ai l'impression que l'écran est pas du tout de qualité excellente en matière du rendu des couleurs, etc. Ça a l'air un peu délavé. Bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Encore une fois, vu le prix du truc, vous trouverez jamais rien de mieux, hein, si le téléphone est correct à ce prix-là. Donc, attendez, je désactive aussi la localisation. Je sais pas pourquoi le Bluetooth et la localisation étaient activés d'origine. Il y a le Smart Wake ici qui peut être activé et désactivé d'un clic, étonnant, suggère peut-être que l'autonomie est pas terrible dès qu'on l'active. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons direct. Oui d'accord, bon c'est le gesture unlock, ce genre de truc. Tiens, on va mettre en français d'abord, essayons de mieux comprendre ce qui se passe sur le téléphone. Alors je me suis rendu compte que la luminosité était au max. Elle n'a pas forcément un max qui est très élevé, même s'il n'est pas non plus dramatiquement bas, donc ça devrait être tout à fait convenable. Bon, ça avait pas l'air de gêner la caméra. Par contre, vous avez vu que l'écran, c'est un vrai miroir, hein, comme vous le voyez, on me voit très bien. Donc ouais, c'est vraiment spécial de voir que cet écran a vraiment une... Comment dire, il est très différent des autres que j'ai pu voir, un constructeur peut-être un peu plus cheap. Alors quand j'étais en train de mettre mes mots de passe, je me suis rendu compte que le tactile était tout à fait convenable. Jusque là, pas de problème avec le tactile, ça sera bien entendu à confirmer plus tard. Par contre, j'ai vu que le Wi-Fi était très moyen, j'oscille entre 1 et 3 barres. Là, bizarrement, je le mets devant la caméra et j'ai 3 barres, donc... Voilà, hein, c'est toujours comme ça, hein, quand on veut montrer quelque chose en vidéo, c'est pas possible, mais en tout cas, j'étais tombé à 1 barre, ce qui est assez rare à l'emplacement où je me situe, et en plus de ça, j'ai l'impression que pour ce qui est du chargement des pages et ce genre de truc, c'est beaucoup plus long, ce qui suggérerait un débit assez lent,
à moins que ce soit tout simplement parce qu'il est en train de ramer en arrière-plan, ce qui peut être aussi le cas. Tiens d'ailleurs, en parlant de ramer en arrière-plan, regardons ce que l'on nous réserve du côté du stockage. Donc 2 gigaoctets pour l'installation des programmes, à peine 2 gigaoctets pour l'installation des programmes, suivant la façon que la ROM a été faite, c'est-à-dire les optimisations qui ont été activées ou désactivées dans Android, qui font que les programmes prennent plus ou moins de place dans cette partition. On verra si c'est utilisable comme il faut ou si c'est trop peu. A priori, ça, sur la plupart des téléphones qui ont cet espace de stockage-là et ce processeur-là, la plupart du temps, c'est correct, c'est moyen sans plus. Et ensuite, une autre partition de 4,17 gigaoctets pour vous mettre vos fichiers. Et ensuite, on peut déplacer sur la vraie carte SD et pas directement sur la deuxième partie de la mémoire interne, ce qui est toujours un plus à gagner. Alors, un truc que j'ai pu voir par contre, c'est, oh mon dieu, que cet écran est extrêmement réfléchissant, on me voit sans arrêt dans l'écran, mais vous savez quoi ? À utiliser réellement comme ça, c'est encore pire. Mes yeux voulaient se focaliser en permanence sur mon reflet de ma tête plutôt que de ce qui s'affiche sur l'écran. Alors je comprends mieux pourquoi la luminosité était à fond d'origine, c'est pour essayer de traverser cette vitre, parce que sinon c'est juste immonde à regarder. Ce téléphone est très très pénible à regarder. Je sais pas comment ça va se concrétiser avec le temps, surtout ce que ça va donner en plein soleil, et ce que ça va donner dans le noir. Dans le noir ça devrait être mieux a priori, enfin je l'espère en tout cas. Imaginez que l'écran fasse tellement de lumière que votre reflet se reflète quand même, enfin que ça rebondit sur votre visage et que ça se reflète quand même sur l'écran, ça serait juste immondement génial. Mais voilà quoi, pour l'instant c'est pas top, hein. Ce téléphone est vraiment pas top. Encore une fois, si on le compare à ce qu'il y a d'autres disponibles sur le marché, vous avez pour un peu plus cher le Doogee Leo ou le Doogee DG 310 qui sont convenables, et vous avez, si vous pouvez pas dépenser dans les 75 € pour un téléphone, et vous êtes obligé de descendre en dessous de 70, vous avez le GT72+, qui a un écran qui, j'ai l'impression, petit à petit, à force de m'habituer à celui-là, est meilleur quand même que celui-là, malgré le fait que ce soit pas de l'IPS. Donc ça montre un petit peu le problème de la vitre. Je sais pas trop ce qu'elle a cette vitre. D'ailleurs, ils ont mis un protège-écran dessus, mais c'est clairement pas un protège-écran anti-reflet, ça c'est clair. Tiens, ils ont laissé activer cette fonction ? Ouais, ils ont laissé activer cette fonction de merde. Donc il va falloir la désactiver. Et vous voyez aussi que le launcher, c'est le launcher d'Android 4.2, malgré que ce soit Android 4.4. qu'ils ont mis dessus, comme les premiers Android 4.4 avec le MT6592. Donc le firmware doit être basé sur une vieille version d'Android 4.4 pour ce processeur-là, ce qui pose pas vraiment de problème étant donné que j'ai pas vu de problème de stabilité non plus à cette époque-là. Donc bon, ça pose pas trop de problème. C'est juste pour dire, c'est un petit détail pour voir que ce téléphone a bizarrement un firmware recyclé d'une autre époque. Et ce, malgré qu'il a été compilé en fin janvier 2015, donc je sais pas, ou alors c'est la marque qui a choisi ce launcher-là, parce que ils ont vu qu'il ramait moins sur ce téléphone, pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas. En tout cas, je vais me mettre maintenant à tester ce téléphone plus en profondeur, et je vais revenir vers vous pour voir si c'est une bonne affaire, ou si c'est au final vraiment trop limite pour le prix. Et me revoilà après avoir testé ce téléphone pendant un certain temps, et donc je vais commencer par vous donner l'incroyable et très très longue liste de bons points à propos de ce téléphone. Alors, qu'est-ce que c'est que la liste? En fait, il y a rien à dire. On peut dire que au moins le processeur est performant pour le prix. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le seul bon point que je peux donner sur cette machine. Tout le reste est incroyablement moyen, ça c'est pas non plus dramatique, hein, c'est convenable, disons, hein, l'intégralité des points reste dans le convenable, mais le problème c'est que tout est gâché par un point en particulier, l'écran, qui est juste horrible. La densité de pixels pour cette taille-là est déjà très moyenne, c'est du 480p sur du 5 pouces, et tous ceux qui ont eu des téléphones assez bas de gamme qui essayaient pourtant d'avoir des grandes diagonales savent de quoi je parle, comme par exemple avec le Acer Liquid Z5, c'est pas adapté du tout, mais en plus de ça, c'est un écran qui n'est pas IPS. Alors qui veut dire pas IPS veut dire que les angles de vue sont tout moisis. Alors comme vous pouvez le voir, hop, ça passe rapidement au noir, hop, et là, pouf, négatif, direct négatif, et là,
surexposition dégueulasse. Enfin bon bref, ça fait partie de ces téléphones-là où ça donne l'impression d'être en train de regarder le téléphone avec des lunettes 3D et d'avoir cette espèce d'effet vomitif qu'a sur certaines personnes le cinéma 3D. Problème, c'est que là, je pense que ça va toucher beaucoup plus de personnes parce que autant cet effet est fait pour essayer de donner un effet de profondeur au cinéma, autant là, dans ce cas précis, c'est fait pour donner un effet de rien du tout. C'est juste un défaut de l'écran. Et c'est vraiment, c'est non seulement pas un IPS, mais en plus de ça, c'est un mauvais écran non IPS. C'est vraiment un type d'écran, là, dans ce cas-là, qui est vraiment pas terrible. Alors, autre truc aussi que j'ai pu remarquer qui était assez impressionnant, est-ce que j'ai... Ah non, je l'ai enlevé. Bon, c'est pas grave. On va prendre un écran vide, et vous allez voir, le problème, c'est que quand vous appuyez sur l'écran tactile, quand vous appuyez un petit peu fort, ça fait une déformation déjà, mais aussi un autre truc, vous entendez le LCD rester collé à la vitre. C'est assez dégueulasse, ça fait spock. Mais un autre problème, quand vous tapez sur l'écran tactile en appuyant un petit peu trop fort, mais c'est très léger, hein, il faut juste effleurer. Dès que vous vous mettez à taper un tout petit peu trop fort, si vous faites autre chose qu'effleurer, vous commencez à avoir des appuis qui se font au mauvais endroit. C'est-à-dire que quand vous appuyez là, par exemple, ça va cliquer là, on sait pas pourquoi, alors du coup il y a le clavier qui disparaît, ce genre de truc, pendant que vous êtes en plein milieu, que vous êtes en train de taper. Enfin, en gros, l'écran tactile est assez médiocre, hein. Et pour continuer dans l'écran, le coup de cette vitre du digitizer par-dessus le LCD, ça fait des reflets immenses d'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans la première partie. Alors vraiment, ça fait des reflets gigantesques. Ce serait pas forcément le principe que la vitre soit pas collée, hein, qui fait que ça fait des reflets immenses. C'est la vitre qu'ils ont utilisée pour le digitizer, qui est vraiment une vitre de merde, quoi. Très franchement, j'ai jamais vu un truc aussi moisi en matière de reflets, quoi. J'ai enlevé le protège-écran d'ailleurs, pour voir si ça arrangeait un peu les choses. Ça arrange un peu les choses, parce que visiblement ils ont même pas décidé d'améliorer les choses en mettant un protège-écran anti-reflet ou ce genre de... Non, pas du tout, non, ils ont même pris un protège-écran encore plus de reflets, parce que, je sais pas, ils trouvaient que c'était un point de vente, non, pas un point de vente, un argument de vente, c'est pas pareil. Un autre problème, c'est que l'écran, il est violemment clair, c'est le rétroéclairage, il brûle les yeux, c'est un truc de dingue. Alors, pour résumer, cet écran, il est vraiment pourri, mais par rapport à nos standards actuels, il est vrai, et même par rapport à n'importe quel standard, hein, d'ailleurs, hein, j'ai jamais vu un écran aussi inadapté pour être regardé, notamment à un endroit où on serait pas dans le noir total, en fin de compte. Et même dans le noir total, il est pourri. Enfin, en gros, il est pourri dans toute situation, parce que dès qu'il y a de la lumière, des reflets dans tous les sens, quand il y a pas trop de lumière, et ben là, ça se met à envoyer tellement de lumière dans votre face que vous avez mal à la tête, mal aux yeux, mal à tout ce que vous voulez. En fait, la densité de pixels est pourrie, il y a des reflets dans tous les sens, l'angle de vue est pourri, le respect des couleurs est pourri, le contraste est nul à chier, c'est la totale, quoi. Alors dans les problèmes un peu moins graves, il y a pas de gyroscope, le haut-parleur est un peu discret, il faudrait un chouïa plus de volume. Et le dernier truc que l'on pourrait dire aussi en matière de problème hardware, c'est que certes il est très performant, mais on pourrait se contenter de beaucoup moins performant, étant donné qu'une chose en particulier, et pas des moindres, c'est que en jeu, ce téléphone est juste complètement inutilisable. Dès qu'on l'utilise dans ce sens-là, on a mal à la tête à cause du problème de l'angle de vue. Et le deuxième problème qui fait que c'est totalement inutilisable, c'est le tactile très médiocre, qui va faire en sorte que vous arrachez les cheveux si vous voulez essayer de faire fonctionner un jeu qui demande ne serait-ce qu'un petit peu de précision, quoi. En gros, pour le même prix, il aurait été beaucoup plus pertinent de mettre un meilleur écran et de passer sur un MT6582 beaucoup moins cher. Et le téléphone aurait été tout aussi bien, voire meilleur. Je pense très sincèrement que même un téléphone avec 512 MO de RAM, 4 Go de ROM et tout simplement un processeur beaucoup moins puissant, peut-être même un 6572, pourrait être plus intéressant que ce produit-là, du moment que l'écran tactile est plus précis et qu'il y ait un écran IPS. Franchement, très sincèrement, ça serait, à mon avis, un meilleur placement. Là, franchement, ce produit-là, il est vraiment pourri, quoi, à cause de ça. Et franchement, je trouve que c'est très dommage, pour une seule et unique raison, c'est que pour le côté firmware, c'est-à-dire pour ce qui est d'Android, etc., j'ai aucun reproche à faire. Le système d'exploitation est fiable, stable, réactif, il fonctionne bien, c'est un Android stock, tout ce qu'il y a de plus simple et tout ce qu'il y a de plus stock. Pour l'installation des programmes, on peut en installer pas mal, il y a pas vraiment de problème à signaler en termes de place, malgré le partitionnement avec seulement 2 Go pour l'installation des programmes, ça fonctionne plutôt bien, et il me semble que ce téléphone fait partie des
rares téléphones qui n'ont pas ce problème du bug quand on déplace des trucs vers la carte SD. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est étonnant de voir un bug qui touche autant de téléphones qui sont tout à fait corrects ne pas toucher ce téléphone-là qui est tout pourri. Et surtout que ça vient de la marque Lenovo, qui est quand même l'entreprise qui a réussi à saboter à tel point Android 4.4 que le Google Play Store, je sais pas si vous vous rappelez de cette très très courte vidéo que j'ai pu faire il y a quelques temps sur le Lenovo L600S je crois, eh bien ils avaient réussi à saboter le firmware à tel point que le Google Play Store avait des problèmes de transparence sur certaines fenêtres. Enfin il y avait la moitié qui était devenue transparente, etc. Enfin bon bref, gros bug graphique à cause de quelques légères modifications dans le firmware. Là ils ont eu raison de laisser tout en complètement stock, et ça fonctionne tout à fait correctement. Je sais pas du tout pourquoi cette combinaison de software plutôt bien foutu avec du hardware qui est très 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 moyen pour tout le reste et complètement foireux pour ce qui est de l'écran. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'appareil photo, mais bon, il y a rien de spécial à dire à propos de l'appareil photo. L'appareil de photo de devant est mauvais, sans être non plus dramatiquement mauvais. L'appareil photo de derrière a un autofocus, ce qui paraît étonnant sur un truc de ce type-là qui essaye de réduire les coûts au maximum. Mais il est pas terrible. La LED pour faire le flash, elle est pas géniale, mais bon, elle a le mérite d'être quand même meilleure que dans certains téléphones, parfois même des téléphones qui sont assez chers. Donc bon, voilà, je comprendrai toujours pas encore une fois les choix qui ont été faits avec... Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire, le micro est pas terrible. Il est pas mauvais non plus, mais il est vraiment pas terrible. Le haut-parleur par contre en appel est tout à fait convenable. Le haut-parleur arrière, je le répète une deuxième fois, manque de volume, même si c'est pas non plus le pire haut-parleur que j'ai pu constater dans des téléphones que j'ai pu tester ces derniers temps. Enfin voilà, au final, je ne sais pas à qui recommander un tel téléphone. Peut-être les gens qui veulent un téléphone performant mais s'en foutent complètement que l'écran soit tout pourri. Je ne sais pas pourquoi il y aurait des gens qui auraient besoin de ça, parce que avoir un téléphone performant signifie vouloir l'utiliser, et un écran pareil me semble être un petit peu un truc qui vous donnera clairement envie de... Si, j'ai trouvé un public qui peut être visé par ce téléphone. Disons que vous utilisez trop votre téléphone, beaucoup trop votre téléphone, mais que vous avez quand même besoin d'un téléphone qui soit assez réactif et assez fonctionnel, un bon téléphone en fait, quand vous aurez envie de l'utiliser, parce que vous recevez des mails importants ou ce genre de truc, même si l'écran tactile va être très rédhibitoire malgré tout dans ce genre de cas. Donc vous avez besoin d'un téléphone, mais vous voulez moins l'utiliser. Ce téléphone va être parfait. Après 1 heure d'utilisation ininterrompue de ce téléphone, vous aurez le pire mal de tête de votre vie, et donc du coup vous ne referez plus jamais ça de votre vie, vous l'utiliserez que par petit intervalle de 10 minutes, même pas, grand maximum, parce que attention, 1 heure c'est gros mal de tête, mais 10 minutes c'est petit mal de tête en préparation quand même, donc c'est vraiment très mauvais. En fait, ce qui rend ce téléphone difficile à recommander, c'est l'écran, parce que le reste, surtout pour le prix, rendrait le téléphone, je veux dire, je rappelle, c'est à peu près dans les 64 €, pour le prix, je dirais que ce téléphone est tout à fait convenable. Mais voilà quoi, quand on sait qu'il suffit d'investir un petit peu plus, monter jusqu'à à peu près 74 € et vous avez un téléphone avec un écran IPS, peut-être un peu plus petit, mais bon, vous pouvez en trouver aussi de la même taille, genre comme je le disais, il y a le Doogee DG280 qui a un écran un peu plus petit, mais qui a un écran IPS, etc. et qui, pour tout le reste du hardware, c'est à peu près la même chose au niveau des appareils photo et ce genre de trucs, mais ils ont fait le choix d'un processeur un peu moins performant. Mais voilà, en dehors des jeux, ce processeur n'est pas non plus énormément moins performant. On passe quand même d'un 1,4 GHz à un 1,36 GHz, pour même être précis, à 1,3 GHz pour l'autre. Bon, c'est pas non plus une énorme différence. La grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que là nous avons 8 cœurs, l'autre nous en avons 4. Pour le peu que ça change, c'est peut-être pas forcément si important non plus d'avoir 8 cœurs au lieu de 4 cœurs. Ce qui change surtout au niveau de ce processeur, c'est le GPU, c'est-à-dire les capacités en jeu qui sont bien meilleures. Encore une fois, l'écran est juste pas du tout adapté pour les jeux, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ferai aucune démonstration dans cette vidéo. Et un deuxième truc aussi qui fait que donc l'autre processeur est certes moins puissant, mais en jeu il se défend aussi convenablement. Donc bon, pourquoi dépenser juste à peine 10 € de moins
pour un truc qui serait à ce point inférieur au niveau de l'écran, quoi. Je comprends pas. Donc voilà, c'est vraiment pas un téléphone que je vous recommande, je crois que vous aurez compris ça. Mais malgré tout, s'il vous aura tapé dans l'œil, il y aura le lien dans la description, a priori. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone que j'ai trouvé vraiment bidon à cause de ça. Je veux dire, les choix de cette marque, Lenovo, me paraissent, comment dire, manquer de direction. Je pense que c'est ça, la façon la plus polie de dire ça. En dehors du fait de dire que ce sont tout simplement des choix de merde faits par des gens qui n'ont absolument aucun cerveau. Mais bon, voilà, ça c'était la manière un peu moins polie de dire la même chose. Mais voilà, là clairement, c'est ridicule, quoi. Je suis sûr qu'ils auraient pu, pour 10 € de plus, avoir le même écran IPS que les autres téléphones et avoir eu l'argument d'avoir un octo-cœur au lieu d'un quad-core. Là, ils ont vraiment voulu jouer trop gourmand sur la carte du prix et ça se voit, quoi. Le truc d'ailleurs qui est drôle, c'est que beaucoup de magasins en ligne profitent du fait que ce soit un octo-cœur pour le mettre au même prix que les autres octo-cœurs. Et là, franchement, c'est complètement débile, parce que mettre 80 à 90 € dans un téléphone de ce type-là, avec un écran 480p, même pas IPS, de 5 pouces, je veux dire, si c'est pas du IPS, ne montez jamais au-dessus de 4 pouces. Je veux dire, si c'est au-dessus de 4 pouces, il faut obligatoirement que ce soit du IPS, sinon ça va devenir vraiment dégueulasse à regarder. Et le deuxième truc, 480p en 5 pouces. Enfin bref, c'est aberrant. Donc, je pensais que ça pourrait être une bonne affaire si l'écran avait été de bonne qualité, si le digitizer avait été précis. Au final, ni l'un ni l'autre n'est bon, c'est vraiment une catastrophe, et comme je le pressentais, le prix et les caractéristiques données pour ce prix présageaient du mauvais pour ce téléphone. Il y avait vraiment anguille sous roche avec ce téléphone. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.